Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations qui revient 3 fois par mois, et c'est la première émission sensu stricto du Front Page que l'on fait en janvier 2023, et ma langue va peut-être fourcher pendant tout ce podcast, ça va être rigolo, je le sens, puisque Corentin est avec moi. Salut Corentin. Salut, je suis prêt à me moquer dès que tu vas me prononcer un truc. Ça va être super sympathique, mais on est donc réunis tous les deux de nouveau une fois dans ce salon studio pour faire le débrief un petit peu de ce qui s'est passé en ce début d'année un petit peu calme, qui va surtout ressembler à un assemblage d'un petit peu de catalogue de parutions à venir chez nos chers éditeurs français, puisque voilà, ils se sont tous un petit peu relayés pour dire regardez, il y a ça qui sort bientôt. Ils parlent comme ça tous. Ouais, ils finissent leur phrase par c'est la voix de l'éditeur. Mais avant toute chose, on vous rappelle que First Print est un podcast qui peut vivre grâce à ses soutiens, et donc on vous rappelle que si vous appréciez notre travail, nos émissions, vous pouvez nous aider directement sur la plateforme Tipeee afin qu'on puisse voir l'avenir sous un jour radieux. Je regardais le ciel, là, il fait dégueulasse, donc je me dis j'aimerais bien un petit rayon de soleil dans toute cette grisaille, et on en profite pour faire un petit shout-out, un petit gros merci aux dernières personnes qui sont venues apporter leur contribution depuis la dernière fois que nous avons enregistré. Il y a notamment Triptyque qui nous reproche d'avoir beaucoup trop de choses à lire maintenant. Il y a Serge, Émile, Maxime Nodin et Étienne, et notamment Maxime qui nous dit aussi n'arrêtez pas vos vannes brillantes, promis j'écris ce message sobre. Comme quoi, tu vois, l'humour t'as créé un faux profil et t'as donné de l'argent à toi-même. T'es un peu obsessionnel quand même, Arnaud. Je te laisse faire des blagues, hein, t'inquiète, t'es pas obligé d'en arriver là, hein. Quel bâtard. Décidément. Merci. D'ailleurs, Maxime Nodin, on l'avait déjà eu, il me semble. C'est possible, mais parfois c'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent de façon ponctuelle, donc forcément c'est peut-être pour qu'on dise plus leur prénom. Identifiez-vous, monsieur Nodin. Plus régulièrement. En tout cas, on va pouvoir commencer directement par une grosse partie comics dans ce front page qui devrait être plutôt court. Je parie, je mise sur 1h30 grand maximum. Après, il faut que j'y aille de toute façon. C'est ça. Donc, on va commencer juste par une première annonce qui est plutôt cool. Le retour des conventions comics en France, avec cette année le Paris Fan Festival qui fait du changement par rapport à la première édition de l'année dernière où les comics et les artistes de comics surtout étaient très peu présents. Mais à partir de cette année, on va avoir une grosse artiste à l'aide, puisque d'ailleurs on le salue, c'est Jérémy Briam qui gérait justement la partie comics de Comic-Con Paris sur les dernières éditions, qui maintenant s'occupe du Paris Fan Festival. Et donc première annonce qui est dégainée, qui fait plutôt plaisir à Corentin, je crois, c'est Garcenis qui sera donc présent les 15 et 16 avril. Donc au PFF qui se déroule au parc des expositions Porte de Versailles. Garcenis, scénariste illustre de The Boys, Preacher, Punisher, et de tout un tas, Section 8, Hitman. Tout à fait. Et pour les plus récents, Finnegan, Marjorie Finnegan, I'll Walk Through Hell, et tout un tas. Encore deux. Encore deux. Il a fait Jimmy's Bastards aussi. Pas mal, c'est bien. Et encore un petit dernier. Il a fait du Shadowman aussi. Il a fait du Shadowman, c'est vrai. Chez Valiant. Mais en fait, c'est ce que j'ai listé, et pas mal de récits de guerre d'ailleurs que vous pouvez trouver chez Comics Initiative. On va d'ailleurs y venir là-bas. Par-ci par-là, quoi. Mais voilà, enfin, on est grave content. On est super content. C'est l'un de mes auteurs préférés. Je suis très très content. J'espère de ne pas le décevoir quand je le verrai en vrai. Garcenis, donc oui, grand nom de l'industrie britannique au départ, plutôt même irlandaise puisqu'il est irlandais, qui maintenant naturalisé américain, je crois d'ailleurs. Oui, il vit aux États-Unis. Oui. Tout à fait. Il est né à Hollywood, mais en Irlande, parce qu'avec un seul L, il y a une ville qui s'appelle Hollywood en Irlande. Donc oui, effectivement, très très grand nom, et 2000 AD, et ensuite de Vertigo, et ensuite de DC, de Marvel, un peu par-ci par-là, mais ça n'a jamais été un grand fan de super-héros. Très grand nom du label Max. Et d'ailleurs, c'est même grâce à lui que le label Max a survécu pendant aussi longtemps, grâce au Punisher. Qui là prépare le Get Fury, qui devrait rester normalement. Qui a été adapté avec succès pour The Boys, et qui prépare l'adaptation de Marjorie Finnegan chez Lucky Chap, le studio de Margot Robbie. Donc un grand nom du cinéma, de la série télé et des comics, qui pourra attirer un plus grand public, parce que quand même le succès de The Boys, qu'on sait quand même en France. Donc voilà, c'est l'occasion de ramener beaucoup de bouquins à faire signer. Gars, si tu nous écoutes, il faudra voir avec le festival les modalités de signature, de dédicace et tout ça. Ce sera très certainement indiqué par l'organisation. C'est un monsieur charmant, Garcinis. Mais en tout cas,
si les festivals, si vous aviez aimé Comic-Con Paris sur les dernières éditions 2018 à 2019, on vous conseille d'aller suivre en fait ce festival en fait sur ses réseaux sociaux, puisque wink wink, petit teasing, on est dans la boucle et donc on peut déjà vous prédire qu'il y aura vraiment des choses très 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 chouettes, et si tout se passe comme prévu, eh bien on pourra être de la partie en grande pompe. Donc pour l'instant je préfère pas m'avancer pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais voilà, ou du gorille, ou du gorille. Je viens de remarquer tes chaussons. Oui, c'est un cadeau d'anniversaire de mes colocs, donc tu respectes ça. Ils sont magnifiques. Oui. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, il y aura sûrement de très très belles choses en préparation. En tout cas, enfin, je sais que moi j'y serai de toute façon dans tous les cas, mais les modalités pourront aller, voilà, de soit être juste là, ou soit être vraiment là, tu vois. Donc voilà, ça va être très très cool. Et Corentin, donc bien sûr, tu dois réserver ton week-end du 15 et 16 avril et ne pas travailler ces jours-là. Je vais porter malade, hein, s'il y a moyen de faire une petite interview avec le bon Garth. Bah, j'espère aussi qu'on pourra l'avoir. Et un grand objectif de vie. On fera tout pour. Ensuite, du côté des financements participatifs, qu'est-ce qu'on a en ce moment, Corentin? Eh bien, on a plusieurs projets. Vous savez, nous on aime bien aussi au début des podcasts. Question, si c'est pour répondre tout ça, je comprends pas. C'est vrai, mais justement parce qu'on a du Garcenis en fait. On a du Garcenis avec 2 albums qui sont en cours de financement participatif sur Ulule, donc du côté de Comics Initiative. Donc on avait déjà parlé un petit peu des dernières campagnes qui avaient été faites récemment, mais là ça c'est un titre qui s'appelle Battlefields, de Garcenis, quoi. Ouais, Donc récit de guerre, avec un tome qui s'appelle Femme en guerre, et un autre tome qui s'appelle Homme en guerre. Justement, c'est décliné sous deux parutions distinctes. Oui, très bien. Voilà. C'est toi le spécialiste de Garcenis. Ah oui, non, mais après, bon, Garcenis, ça fait beaucoup de comics militaires. Effectivement, c'est probablement le truc qui nourrit le plus sa bibliographie depuis qu'il a commencé, on va dire, parce que même dans Preacher, il y a des morceaux de, façon, le père de Jesse Custer qui était un vétéran. Dans tous ces comics, c'est toujours une parabole militaire, paramilitaire. Battlefields, c'est une série de Dynamite, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec Carlos Escuera notamment, où en fait il va prendre des différents points de vue en fait sur la guerre. Alors je crois pas dire de bêtises en disant qu'il y a de la Seconde Guerre mondiale évidemment, il y a aussi de la guerre de Corée. Il doit y avoir aussi du Gary Leach. Et bon, ça a été réédité en intégrale avec donc les frères Escuera chez Dynamite Entertainment. C'est vraiment pour un public particulier, hein. En l'occurrence, c'est pas les fans de Preacher, vont pas forcément s'y retrouver. C'est moins comique et effectivement, ça laisse une place plus importante à la féminité, puisque il va essayer de s'intéresser un peu au bataillon d'escadron qui s'appelait comment déjà, Arnaud? Dans Sarah, on en avait parlé. Les Night Witches, c'est ça? Les sorcières de la nuit, qui étaient ces oui. aviatrices de l'armée russe, je crois, ou britannique? Non, russe. Britannique? Arnaud, aide-moi. Russe. Toi qui es d'origine allemande. C'est quoi le rapport? Peuple qu'on a combattu sur les deux fronts. Non, c'est pas vrai. Mais donc voilà, donc c'est vraiment en fait des anthologies qui traitent de la guerre, avec des personnages qui sont peu ou prou historiques et un esprit qui est un peu moins sale gosse, un peu moins sale gamin. Il y a toujours parfois toujours un peu d'humour, des petites saillies humoristiques, des personnages qui fonctionnent en communauté et avec petit côté on est tous potes, on est tous des soldats et quelle horreur la guerre, etc. Donc effectivement, on se souvient que Comics Initiative avait déjà eu Johnny Red, qui était déjà justement un album qui traitait, qui était une reprise d'une série de 2080 en l'occurrence, peut-être même pas d'ailleurs, une série britannique antérieure à 2080 sur un aviateur britannique qui allait qui fuyait un peloton d'exécution pour aller chez les Russes et qui sur place devenait le chef d'escouade d'un bataillon d'avions et qui allait combattre les méchants nazis. Et donc déjà à ce moment-là, il y avait une part qui était laissée à ces aviatrices qui faisaient partie de l'armée rouge. Donc oui, si vous êtes fan effectivement de ce pan de la bibliographie de Garcenis, qui évidemment n'est pas le plus facile d'accès, hein, il faut vraiment aimer la guerre, il faut vraiment aimer peindre des miniatures de tanks comme des gens comme République et tout. Mais ça existe en tout cas, et c'est cool de voir que Comics Initiative complète encore une fois les trous dans la biblio française de Ennis. Parce que mine de rien, on commence à être pas trop mal. Hein, bah oui, non, Black mais River, Panini. Quand j'avais fait justement l'annonce de Garcenis pour le festival, j'essayais de dire qu'en fait, il est présent littéralement chez quasiment tous les éditeurs de comics qui existent. Ouais, même aux États-Unis aussi. Hein. Il est partout. Ouais, c'est ça. Il a fait chez TKO, il a pas fait chez Aiwa encore, je crois. Mais il a fait, si, Marjorie Finnegan, c'est Aiwa. Oui. Voilà. Aftershock, Avatar, il est partout. Il est partout, ouais.
En même temps, j'imagine que ce genre de personne, il va chez un éditeur, il propose un script et Oui. j'imagine qu'en face, ils lui disent pas t'es qui À tel point que même, enfin, c'est aussi un mec qui a une boulimie d'écriture constante et quand il a pas d'éditeur avec qui travailler, il va carrément voir le ministère des Armées aux États-Unis pour faire des comics sur la Seconde Guerre mondiale. Il en avait fait un sur les Biplans qui avait fait une grande bataille célèbre dans l'Atlantique. Et c'est édité par le gouvernement américain, car c'est édité par le gouvernement américain, du coup. Très bien. Et autre campagne actuellement aussi, c'est un titre qui s'appelle Écuyère ou Squire, qui arrive donc chez Bliss Edition, qui continue à explorer un petit peu donc tous les petits pans de la littérature, enfin de la bande dessinée jeunesse / young adult. C'est un titre qui nous vient de Sarah Alfaghi et Nadia Chamas, qui parle en fait donc de Aiza, en fait, qui ça fait un peu penser à Mulan, mais dans un royaume qui est plus du Moyen-Orient, parce qu'en fait donc c'est cette personne qui veut devenir chevalier, qui est le plus haut grade en fait dans l'empire dans lequel elle réside, parce qu'elle fait partie d'une minorité en fait qui est opprimée. Et en fait, quand cet empire entre en guerre avec une autre contrée, en fait, il y a recrutement général et elle trouve donc l'occasion de pouvoir devenir chevalier, tout en devant cacher ses origines. Puis elle va se rendre compte qu'en fait, que l'empire pour lequel elle bataille en fait est pas peut-être aussi bienveillant que ce qu'elle pensait. Et c'est un titre notamment qui a gagné un Harvey Award à la New York Comic Con en 2022. Et qui nous arrive donc en français. C'est un gros pavé, c'est 300 pages et quelques, donc la campagne est en cours de financement participatif en ce moment. C'est une intégrale du coup. Oh ouais, c'est une intégrale, ouais. c'est un récit complet. Et voilà, Bliss a déjà édité pas mal de titres jeunesse avec de très bons auteurs et autrices, notamment toute la série des Dragontés de Kay O'Neill. Donc on a entièrement confiance en plus dans cet album, s'il a déjà été primé aux États-Unis, sur le fait que ça devrait pouvoir en intéresser pas mal d'entre vous. Les couleurs sont jolies. Oui, non, mais ça a l'air super beau par contre. En plus, et l'ambiance, t'as un peu un truc à la Journey aussi dans les paysages, ça que. Ah oui, c'est vrai. Que moi j'aime beaucoup. Corentin aussi, oui. dans les annonces du moment, le FIBD approche et donc les auteurs et autrices de bande dessinée en France ont pu choisir par vote les nommés pour le Grand Prix. Et parmi ces nommés, on retrouve Alison Bechdel, qui est une autrice américaine. Effectivement, oui, avec Marion Montaigne. Non, pas du tout. Pas du tout. Avec Riyad Satouf et avec Catherine Meurice. C'est ça, ouais, pardon, je confonds. Donc effectivement, Le Secret de la Force surhumaine, qui est le dernier roman graphique de la trilogie de romans graphiques biographique de Alison Bechdel, sur une perspective plus générale. On en avait déjà parlé à l'occasion de l'avenue en France de Bechdel, qu'on avait malheureusement raté parce que c'est Bechdel et qu'elle fait des interviews avec des gens qui ont des plus gros CV que nous. Mais coucou quand même Alison. Donc effectivement, qui parle de son enfance jusqu'à son actualité récente, jusqu'à sa vie d'adulte, en prenant comme thématique centrale, on va dire, le sport, son rapport à l'exercice physique, voilà, la musculation, le saut, les promenades même, encore une fois, qui va un peu analyser sa vie par ce prisme-là, là où les deux romans graphiques précédents étaient plutôt sur ses parents, à la fois sur son père, son suicide. Son père était un homme gay refoulé qui s'était foutu en l'air, et ça lui avait un peu activé différentes choses, parce que Bechdel elle-même est, je sais pas, alors du coup je sais pas si elle a transitionné ou pas, mais elle est lesbienne, il me semble, simplement. Enfin, simplement, je veux dire, elle a pas, parce que je pensais à Joyce Holloway, à qui j'ai fait un article récemment dessus. Et l'autre qui était sur sa mère. Donc là, voilà, c'est un peu la fin de ce long parcours. Je sais pas exactement si ça vaut un grand prix. Moi, j'avoue que je l'ai lu, mais je suis pas un énorme fan du style de Bechdel en général. J'ai préféré Fun Home, pour le coup, à mon avis, qui était une œuvre un peu supérieure, mais c'est pas à moi, de toute façon, de dire qu'est-ce qui gagnera le grand prix. Et tu m'as dit les deux autres, du coup, oui. Riyad Satouf et Catherine Meurice, mais ça ne nous concerne pas. Quoi. Exactement. Bon, après, on peut faire nos pronostics. Moi, je pense que peut-être que Meurice a plus de chance cette année. Ouais, mais surtout qu'elle a reçu un fauve l'année dernière, je crois. Donc, oui, il y a 2 ans. Donc, tu sais, les Eisner Awards, ça les dérange pas pour en foutre. Oui, non, mais le Grand Prix, le Grand Prix, ça n'arrive qu'une fois par contre. Tu verras que Saga, quand l'année prochaine, on va avoir les Eisner. Enfin, là, en fait, même cette année. Ça va recommencer. C'est vrai. En tout cas, voilà, juste une preuve supplémentaire que la bande dessinée américaine peut de temps en temps s'inviter au FIBD, même si, voilà, c'est pas Iron Man de Ramvé non plus, hein. Non, du tout. D'ailleurs, Iron Man de Ramvé, ça n'existe pas encore. C'est vrai. Non, mais voilà, après Chris Ware, Alison Bechdel, cette prochaine. Je suis fatigué, je confonds Cantwell et Ramvé maintenant. Non, mais c'est ça, c'est que en fait, t'as Chris Ware, maintenant t'as Alison Bechdel, puis après le prochain sera Alan Moore, quoi, un truc comme ça, même si. Oh, t'auras peut-être plutôt du Close avant ou. Ah oui, Close, ouais, c'est pas faux, t'as raison. Même du Forceman ou des mecs comme ça qui sont encore identifiés, enfin qui sont pas identifiés comics, mais qui font du roman graphique un peu exigeant. Et... Doug Bardef, il a déjà reçu, non? Ah il avait fait la tournée des récompenses avec Ken Stace, mais est-ce qu'il avait eu non, il avait pas eu le grand prix. Il avait été sélectionné, non?
je sais pas s'il a déjà été nommé, je crois pas. Ah ouais, okay. Mais je me dis. Enfin, donc le FIBD, c'est à la fin du mois de janvier. Et pareil, on a quelques petits trucs de prévus à cette occasion avec les auteurs et artistes qui seront présents. Ensuite, on aborde la partie un petit peu programme de publication en VF. Qu'est-ce qui vous attend du côté de la VF? Eh bien, déjà, du côté de Kinaï, on reste un petit peu dans l'édition jeunesse. Parmi les nouveautés de ce début d'année, déjà, il y a le 3e numéro de l'anthologie Punch, la saison 2 qui arrive. Je crois que c'est celui qui t'avait fait de l'œil un petit peu, qui s'appelle Coriandre et Estragon, qui nous vient de Anaïs Mamar. Ah, tu sais, oui, c'est avec l'auberge en fait qui recueille, qui abrite en fait des monstres qui en ont un peu marre de se faire casser la gueule par des chevaliers et tout ça. Ouais. Et en fait, tu suis Coriandre qui est l'apprenti de Estragon. Et ouais, c'est ça fait un petit peu donjon effectivement. Il s'appelle Estragon. Oui. Il s'appelle Estragon. Ah mais oui, Diane était trop bien et le gros lapin là. Ouais. Ah ouais, ça c'est trop joli, j'aime bien. Et voilà, donc t'as plein de monstres, t'as des Pokémon clairement, t'as un mélange de Pokémon et de Dragon Quest aussi. Bah, le coffre avec la langue, par contre, ça vient de Dark Souls. Ouais, bien sûr. Dark Souls a inventé les coffres avec une langue. Oui. Voilà. Le mec qui a jamais joué à RPG de sa vie avant Dark Souls. Complètement. Donc voilà. Donc ça arrive. Ça arrive très prochainement. C'est parce que ça sort le 20 janvier. Donc sera tout bientôt. Et puis si Anaïs elle est dispo pour faire un petit podcast, écoute, l'invitation elle est lancée également. Et aussi parmi les autres nouveautés, c'est un titre qui s'appelle Goldie Vance, qui nous vient de Hope Larson et Brittany Williams. En fait, c'est une série un peu d'enquêtrices à la Enola Holmes. Vraiment, mais dans un contexte plus moderne. Ça a commencé en 2016 chez Boom Studios et ensuite c'est arrivé chez Little Brown Books, ou alors je me trompe, ça n'a jamais été édité. Si, c'est ça, voilà, c'est d'abord, non, je confonds toujours, c'est d'abord chez Boom Studios, et ensuite c'est sorti directement en album chez Little Brown Books. Donc c'est une série, en fait, de bouquins à succès maintenant, il y en a 5-6 déjà de parus, et surtout qu'il y a une adaptation en film qui est prévue parce que ça a cartonné aux États-Unis, et c'est Rashida Jones de The Office qui doit adapter, qui doit adapter ça et de Parks and Recreation. En film aussi, bien sûr. Bah, plutôt, même les. Mais moi, je l'ai connu dans The Office, quoi. C'est pas mon problème. C'est quoi, Aurélie Filippetti, je sais pas quoi, là. Mais... Aurélie Filippetti? Non, c'est pas ça. Ah non, ça, c'est une ministre, ça. Ça a rien à voir. Je sais plus comment s'appelle son personnage dans The Office. Mais elle a un truc, elle a une consonance. Dans Parks and Rec, c'est Anne Perkins, du coup. Ouais, mais dans The Office, je crois qu'elle a un nom italien. Bah oui, Aurélie Filippetti. Donc voilà, donc en tout cas, c'est cool. C'est ambiance un peu années 50 et tout. Enfin, plutôt années 70, pardon. C'est assez joli, c'est frais. Et tu vois clairement, effectivement, le succès de Enola Holmes qui peut inspirer des clones. Et pourquoi pas? Parce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est vrai que les histoires de détectives comme ça, un peu adolescents, ça propose généralement des trucs assez sympas. Enfin, c'est toujours un peu... J'aime bien, voilà, en fait, j'ai envie de le dire comme ça, j'aime bien, moi, ça. Ah bah voilà. Ça me parle. Et pour une fois qu'on a du Corentin un petit peu enthousiaste, on va pas s'en priver, j'ai envie de dire. Bah non. Ça arrive régulièrement, tu sais. Clairement. Ah bon? Merde, quand même. Toi? Bah oui. Toi qu'on appelle Corentin Lablase à Ivry. J'en ai marre de cette réputation de merde que tu m'as collé. Je crois qu'il me semble que c'est toi qui te l'es bien collé tout seul. On peut avoir un esprit critique sans être forcément blasé. Ça s'appelle être exigeant. Monsieur. Hashtag Corentin Blasé, il n'y avait pas un hashtag comme ça. Si on parlait plus souvent de comics underground et indépendants, tu me verrais m'extasier constamment. Tu vois. Très bien. Là, on va parler de Delirium tout à l'heure, non? Oui, un petit peu. Ouais. Je vais être très enthousiaste. Très bien. Tu vas voir. Mais avant de parler de Delirium, on continue un petit peu la tournée des bouquins à venir. C'est notamment, on en avait déjà un petit peu parlé dans nos podcasts sur les attentes 2023 en disant qu'on attendait tout le programme du label 619 cette année. Parce que justement, dans ce programme, il y a donc, en ce mois de janvier, il y a donc Metamuta de Jérémy l'Absolu, donc le spin-off de Mutafukas qui est enfin réédité après des années d'absence tout simplement dans les librairies, parce que c'était épuisé, que Ankama ne le réimprimait pas. Attention, Corentin est enthousiaste. Très enthousiaste. Ensuite, en avril, on a Frontier de Guillaume Saint-Gelin. Corentin est enthousiaste. Corentin est forcément enthousiaste, donc un récit de science-fiction qui pour moi est un peu l'anti Shangri-La, on va dire, en termes de tonalité, oui. qui est assez incroyable aussi. Généralement, de toute façon, Saint-Gelin est un peu l'anti-Bablet au sein mais PTSD était bien sombre aussi. Était quand même assez sombre, tu vois. Franchement, ouais, mais c'est pas sombre Bablet, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est pas sombre, l'humanité est foutue. Et donc voilà,
Donc un récit de science-fiction qui s'intéresse à plusieurs personnages en fait qui évoluent à la fois. Enfin, on va trouver des gens qui font de la recherche pour de l'exploration spatiale, des pirates de l'espace, justement des gens qui opèrent pour des compagnies privées, des milices qui appartiennent à des gros groupes. Donc voilà, c'est un récit sur le temps long et donc ça sortira donc en avril et vous verrez que c'est super beau. L'anthologie Low Reader forcément qui revient aussi en juin a priori et en octobre si tout se passe bien avec les numéros 3 et 4. Donc l'anthologie d'horreur avec 3 histoires à chaque fois qui permet souvent on va dire aux membres habituels du label de s'offrir une petite récréation mais aussi d'aller chercher de nouveaux talents. Donc ça c'est vraiment plutôt sympathique. La récréation souvent un peu plus expé d'ailleurs parce que quand on a bien vu, on se souvient du numéro Monsieur Sato qui était justement de façon assez intéressante pour Singelin de renouveler son utilisation des couleurs. Donc oui, toujours partant pour du Low Reader. Et justement, si vous aviez lu l'histoire Slum Kids dans le Low Reader 2, tu l'as lu, Corentin? Low Reader 2, tu sais, c'est que je t'ai prêté il y a 3 mois. Je l'ai lu. Que tu me rends pas là. Oui, c'est bon. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Donc en fait, Petit Rapace va développer une autre histoire en fait dans l'univers de Slum Kids avec un format long donc dans cet univers qui s'intéressait à des gamins dans un bidonville à ciel ouvert, dans une décharge à ciel ouvert où les gens sont tous en train de crever parce qu'ils se droguent. Et c'était justement ça avec l'élément de la drogue que Petit Rapace justement se permettait de faire des scènes complètement what the fuck avec à base de démons et de gros trucs qui partent dans des délires où ça charcle parce que voilà on est dans l'esprit Low Reader / Doggy Bags. Donc là il y aura une version longue en fait de cette histoire qui ne sera pas la même, c'est pas une version étendue, ça se passe dans le même univers mais ça se présente comme étant indépendant, même si on imagine qu'il y aura des petits clins d'œil. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnera, mais en attendant si vous ne connaissez pas, moi je vous inviterai juste à aller lire Low Reader 2 qui est toujours disponible en librairie. Ils vont appeler ça le Reader One Shot ou non, ils vont appeler ça juste le Slum Kids. Après, je sais pas s'il y aura un branding sur la couverture. Parce que du coup, ça valide l'idée qu'ils pourraient faire des spin-offs de la moindre histoire de Low Reader. Techniquement, oui. Tu vois. Techniquement, oui. Voilà. Après seulement si c'est des univers qui appellent, parce que genre l'histoire justement que dessine Ludovic Chenot, qui est écrite par Run aussi, avec l'indienne qui est prise en stop, n'appelle pas de suite du tout ou de spin-off. Non, mais j'ai pas dit systématiquement, je veux dire, s'ils veulent. Oui, s'ils veulent, oui, bien sûr. Ils sont pas obligés. Hein. Non. Si tu nous écoutes, Ron, vous n'êtes pas obligé. Tu fais ce que tu veux. Ensuite, autre titre qui doivent arriver. Bon, forcément, la suite de MFK2, ça, on est chaud. Corentin enthousiaste. Toujours enthousiaste. MFK2, quand même, c'était. Un titre qui s'appelle Blood Moon, qui est écrit et dessiné par Bones et qui nous avait été annoncé il y a déjà pas mal de temps, mine de rien. Ça fait grave plaisir, quand même. Bones, chez 619, ça fait grave plaisir. Bah oui. Non, je sais pas, on dirait que tu t'en fous. Enfin, c'est cool, non? J'aime bien son dessin, lui. Bah oui, mais ça faisait longtemps que ça avait été annoncé. Je vais rater. Mais voilà. Ça faisait pas toujours être, Ça faisait 2 ans. Oui, moi, je fais pas de soirée avec les mecs du 619, Arnaud. Mais moi non plus. Je suis pas un corrompu. Mais moi non plus. Ou juste un peu. Enfin. Et donc, pour le mois de novembre aussi, on a Cloud, donc, qui est... T'as pas décrit Blood Moon, ce que c'était? Si, pour ceux qui savent pas comme moi. C'est sur une base lunaire. Ouais. Il y a des disparitions inquiétantes. C'est un titre d'horreur. Avec un trait un peu à la Mignola. Ouais. Avec un trait cassé comme ça. C'est très joli. Voilà. Je suis content que tu l'aies décrit. Et bien voilà. Les gens ont appris des choses. Oui. Titre d'horreur, base lunaire. Voilà. Disparition. Mignola. En fait, on va décrire maintenant toutes les prochaines sorties que par des mots-clés. Moi, je serais chaud pour ça, pour le coup. Et donc ensuite. Fais des reviews avec que des mots-clés. Super. Super. Tu sais, c'est vraiment le minimalisme. J'en fais plus souvent, tu vois, comme ça. Clairement. Ultra méga, donc gore, kaiju, hyper bien. Voilà. Facile. Pas mal, ouais. Watchmen, dessin pas ouf. Private joke, pardon. Arnaud, continue. Et juste aussi, en novembre, forcément, Florent Maudou sera de retour, parce que lui, on ne l'arrête jamais. Lui, il produit des albums à la pellée, parce qu'il a un rythme de dingue. À la quoi? À la pelletée. À la pellée. Comme le roi. Je te dis comme... À la pelle, à la pelletée, à la pellée. Allez. Ah oui, voilà. Non, mais je te dis que ma langue, elle est trop fourchée aujourd'hui. Il a fusionné la pelletée et la pelle. Putain, mais... Il est trop fort. Je suis désolé, je suis très fatigué, pardon. Vas-y, Arnaud, enchaîne. Je vais te soulever.
Allez, Corentin, donc Cloud, donc une nouvelle série en fait qui se déroule toujours dans l'univers de Freak Squill et qui fait donc suite au cycle de Funérailles, tout en étant là aussi présenté comme une porte d'entrée, parce qu'effectivement le petit souci entre guillemets on va dire de Modou avec l'arrivée du label chez Rutsef, c'est que sa première parution c'était le tome 7 en fait d'une série qui en avait donc déjà 6 au présent, donc c'est un petit peu dur de forcément de vendre, on va dire, sa nouveauté quand c'est quand même la fin d'un cycle. Et là, ça permettra de repartir sur une nouvelle base avec aussi là un visuel qui est très, on va dire, pas explicite, mais très premier degré, puisque c'est des personnages qui marchent dans un paysage très brumeux. Donc cloud, nuage, brume, tout ça. Voilà. Tout à fait. Post-apo. Post-apo, ouais. Last of Usien. Last of Usien. Très bien. Corentin, t'es chaud? Bah oui, de toute façon 6-19, moi je suis toujours plus ou moins chaud. Hein. Là je suis plutôt chaud. Mais Tamuta c'est pas une nouveauté, donc bon. Ouais, mais tu connais pas quoi. C'est ça, et puis c'est un peu l'une des rares pièces manquantes de la mythologie méta que je ne l'ai pas, que je n'ai pas, pardon. Frontier évidemment, Low Reader toujours, Blood Moon du coup, Lune, horreur. Niola, ça a l'air trop bien. Le spin-off effectivement de Low Reader. En fait tout me va quoi. Après, comme diable, je suis pas un grand fan du dessin de Modou, moi, personnellement. Les robes à paillettes te vont pas, Corentin. Tu trouves? Tout ne te va pas. Je suis des compliments. Non, mais tout me plaît dans cette liste, et Vif 619, et j'ai la BD. Et Mathieu Bablet revient. Et pas encore. Et je sais. Plus tard. Dans longtemps. Très longtemps. Allez, Corentin, justement, tu parlais de Delirium avant, du Brian Talbot qui nous arrive donc aux éditions Delirium en ce début d'année. Ouais, tout à fait. Alors, ils avaient déjà fait du Talbot, d'ailleurs, à part Nemesis? Je ne sais pas. Je me pose la question parce que du coup, Brian Talbot qui a repris Nemesis de Warlock après le regretté Kevin O'Neill, qui est un grand dessinateur britannique, mais qui est là en l'occurrence plus dans ma niche de grand dessinateur britannique que celle d'Arnaud, dans le sens où c'est un mec qui est quand même assez discret, qui fait beaucoup plus de trucs underground ou très indépendants, au point que c'est même compliqué en fait de citer un grand chef-d'œuvre sur lequel tout le monde pourrait se retrouver et dire ah oui c'est le mec qui a fait ça. Donc là voilà, si je vous parle de Luther Arkwright par exemple, ça va probablement pas vous dire grand chose, même si c'est en cours d'adaptation. Et très honnêtement, j'aimerais bien voir la tronche du mec qui a signé les droits de Luther Arkwright, parce que ça doit être un des machins les plus compliqués à adapter avec Nexus, ou si tu veux vraiment faire Nemesis de Warlock en image réelle par exemple. Enfin, c'est vraiment compliqué à faire. Mais donc voilà, Granville en l'occurrence c'est plus facile d'accès. Imaginez-vous un monde dans lequel, alors un monde déjà avec des animaux anthropomorphes, hein, c'est très important, parce que le héros est un blaireau, voilà, comme Arnaud, pardon, dans lequel donc des animaux côtoient des humains, mais l'histoire du monde a quand même fonctionné de la même façon. Un jour, les guerres napoléoniennes débutent, et l'Angleterre perd, ce qui n'est pas arrivé dans la vraie vie. Donc bah voilà, Napoléon n'ayant plus aucune adversité conquiert toute l'Europe et crée un empire qui s'étend de l'ouest du Portugal jusqu'à la Russie. Sauf que il va y avoir 200 ans passent, hein, on arrive à la belle époque, oui c'est ça, Arnaud, les années 1900 à 1920, c'est la belle époque, c'est ça? Les 30 Glorieuses, non, c'est après. Non, les 30 Glorieuses, non, la belle époque. J'en sais rien, moi, je crois que j'étais... Bon, la période de l'Art docteur en Nouveau, histoire, quand on a construit la tour Eiffel, les expositions universelles, la Troisième République, tout ça. Tout ça, donc effectivement, c'est un peu le territoire d'opération de notre bon ami le blaireau, pardon, j'arrive pas avec le blaireau, qui est donc un détective de Scotland Yard, donc britannique, qui va mener des enquêtes à la fois dans un Royaume-Uni qui est castré, défiguré par l'asservissement du régime français, et par un Paris qui du coup rayonne comme la capitale de l'Empire. Donc voilà, c'est très bien ficelé, c'est très bien écrit, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt action. Il y a vraiment des référents qui prennent un peu partout dans ce genre de littérature. Si vous avez vu Paris Police 1900, c'est un peu la même ambiance. C'est vraiment voilà, c'est violence, c'est racisme, c'est les petits criminels de bas étage qui te foutent un coup de chasse dans la rue, tu vois. C'est aussi un peu Jack l'Éventreur quelque part, c'est très Jules Verne, c'est très vernien. C'est un peu, tu vois, un peu Alex Alice aussi dans le côté on va en mettre vraiment cette esthétique justement un peu carte postale, un peu Grand Paris et tout. J'ai juste un défaut avec la colo que je trouve vraiment très numérique, qui correspond pas au style de Talbot, mais à part ça voilà, ça reste de la très bonne BD. Je sais pas si ça a reçu des prix, il me semble que oui, je crois, il me semble, parce que c'est un auteur qui a été maintes fois récompensé, hein, Brian Talbot, même si voilà, encore une fois c'est pas forcément le mec le plus connu de la Terre. Donc de voir Delirium s'intéresser à lui, c'est génial, ça leur correspond carrément, c'est exactement le genre de mecs qui vont bien dans leur catalogue et qui parlent à cette niche de passionnés qui connaissent ce genre de nom de famille. Très bien, très content, belle annonce pour le début d'année du côté de cette petite maison d'édition que j'aime beaucoup. Très bien.
Et l'occasion de vous rappeler qu'on bientôt Laurent Lerner de Delirium sera avec nous pour un Super Friends des familles, que ça fait très longtemps qu'on le planifie et qu'on va enfin réussir à le faire. Ensuite, Corentin, c'est du côté de Delcourt qu'on va, donc je te laisse encore la parole, puisque là on parle un petit peu, j'ai envie, je suis le maître de ce podcast de toute façon. Donc c'est moi qui décide qui a la parole ou pas. Quelle est l'occasion? Les Daniel Close qui reviennent. Nouvelle édition, nouvelle traduction, nouvelle mise en page peut-être. Enfin, on sait pas trop à quoi ressembleront les albums, mais voilà, après avoir été repris. Nouvelle traduction, c'est sûr. Oui, nouvelle traduction, ça a été annoncé, je le sais. Donc oui, effectivement, les éditions, donc Cornelius n'ont plus les droits de la bibliographie de Daniel Close. On peut s'en plaindre, on peut considérer que ce monde est cruel et où le carnet de Shagen toujours à la fin, c'est triste, c'est comme ça, c'est la vie. L'édition n'est pas épargnée par ce phénomène. Et donc effectivement, Delcourt va rééditer le programme de Close, qui apparemment est vu comme une bonne nouvelle par beaucoup de gens qui n'aimaient pas ce qu'avait fait Cornelius. Et en même temps, Cornelius avait réussi à écouler son stock grâce à des opérations à bas prix pour éviter que les albums finissent à la broyeuse. Donc tout le monde, en tout cas tous celles et ceux qui voulaient avoir leur version Cornelius l'ont maintenant, et celles et ceux qui veulent découvrir un Close un peu différent ou édité différemment pourront le faire cette année. Donc gros programme quand même, avec 2 albums pas par trimestre en fait, par tranche de 2 mois on va dire. Donc en janvier vous aurez Ghost World, le fameux Ghost World qui est probablement son album le plus connu, ainsi que Velvet Glove Cast in Iron qui était traduit en France par Gants de velours pris dans la fonte, effectivement très bonne traduction. Patience, l'histoire de science-fiction avec le monsieur qui a perdu sa femme, 8 Ball, Caricature et Poussey, donc un programme quand même assez dense, hein. Ils n'ont pas été directement prendre les titres les plus accessibles on va dire, qui vont s'étaler entre janvier, avril et mai, à raison de 2 albums par chacun de ces 2 mois. Donc effectivement de nouvelles trad. Moi j'admets que j'ai plusieurs Close de Cornelius à la maison. J'aime beaucoup le travail de Cornelius en général, ses belles éditions à dos toilé, ses grandes couvertures et ce papier bien épais qui tient bien en main. Mais les temps changent, il faut s'y faire. En l'occurrence, c'est des couvertures qui font beaucoup plus VO. On sent qu'elles ont été reprises justement des éditions américaines qui, si je dis pas de bêtises, c'est Fantagraphics ou Drone & Quarterly, c'est un des deux. Bon, en tout cas, c'est une de ces grandes maisons d'édition très sélectives des États-Unis. Voilà, tant mieux, ça va être mis à disposition tout bientôt. On aura l'occasion de vous en reparler quand ça sortira. Arnaud, tu pourras un peu découvrir Close au rythme de la VF du coup. Ben non, parce que j'ai déjà pris les éditions Cornelius quand ils avaient fait leur braderie du coup. T'as tout pris? J'en ai pris beaucoup. Ah mais voilà, podcast thématique Daniel Close. Il faut que je les lise maintenant. Ah c'est bon, trop tard, tu t'engages. Allez, février. Mais donc voilà, quand on en reparlera, on pourra comparer, vu qu'il y a tous les albums, du coup c'est bien. Je sais pas si je recevrai ceux de Delcourt donc. Bon, écoute, voilà, tu voulais que j'en parle, hein, oui. Ça sort, tant mieux pour Daniel, tant mieux pour Fantagraphics, ou l'autre maison d'édition qui n'est pas Fantagraphics. Et voilà, très bien. Et qu'est-ce qui sort également chez Delcourt? Encore du Reckless, mais aussi Clear de Scott Snyder et Francis Manapoul. Ah. Tu veux que j'en parle, c'est ça? Bah oui. Alors Delcourt fait aussi continue le travail sur la bibliographie d'Ed Brubaker et de Sean Phillips et de Jacob Phillips maintenant, parce que c'est désormais un trio d'inséparables. 4e album pour les aventures de Reckless, un album un peu différent qui pour le coup ne s'intéresse pas à Ethan Reckless mais à son assistante, ex-assistante et meilleure amie Anna, qui va mener une enquête en l'absence de Ethan qui est parti à San Francisco, ce qui sera le sujet du prochain volume de Reckless. Donc en l'occurrence, Anna reçoit la visite de Elvira, maîtresse des ténèbres, rappelle-toi, tu vois, je t'ai vu dans les films, c'est le décolleté pas possible. Là. Je l'avais. Ouais. Et là, c'est exactement ça, sauf qu'elle s'appelle Evelina, c'est l'hommage de Brubaker à Elvira, maîtresse des ténèbres, qui a acheté une maison supposée hantée, comme il y en a beaucoup en Californie, tu sais, les maisons où ont été commis des crimes affreux, des suicides, des disparitions, voilà, les ghost tours, etc., comme les maisons de Sharon Tate, où Trent Reznor avait enregistré l'album Downward Spiral, incroyable, pour s'entourer de fantômes et tout. Donc apparemment la maison est hantée, il y avait eu des disparitions, etc. Donc elle engage un détective privé pour vérifier, elle est hantée en forme de T, exactement, Arnaud. 6 ans d'âge mental. Donc elle y va, et je ne vous spoilerai pas la suite. Donc ça tire un peu plus sur de l'épouvante. Enfin, c'est pas Ryan Murphy non plus, hein, c'est de l'épouvante en mode thriller, un peu, oh là là, frisson. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi beau. Je trouve un peu plus bâclé graphiquement que les précédents. Il est temps, à mon avis, que Sean Phillips commence à prendre un petit peu une petite pause dans le rythme frénétique des sorties de Reckless, parce que chaque album, on perd un petit détail. En même temps, lui, du coup, il va vers un minimalisme qui est rafraîchissant aussi, parce que t'as pas besoin forcément d'avoir toujours des fonds pleins et des visages très bien définis quand ils sont au 3e plan, etc. C'est toujours aussi agréable à lire. Ça varie un petit peu, justement, de pas avoir Ethan en centre de l'attention. C'est toujours une lecture commentée de la Californie des années 80, avec ses défauts, ses grands mythes.
l'héritage de la génération hippie, ces grands mythes. Ah, la blague de la mythe. Oui. Ah, mais attends, je termine, voilà. Ça sort, ça va être trop bien. Clear, c'est moins bien. C'est moins bien parce que c'est Scott Snyder, c'est beau, c'est un point de vue qui se défend, effectivement. C'est pas le plus grand Manapool qu'on ait jamais vu, mais effectivement, c'est sympathique à l'œil pour quelques scènes. Le numéro 1 est très joli, avec quelques bonnes idées visuelles. Donc, Clear, ça a décrit un futur dans lequel les États-Unis et la Chine ont fini par se tirer sur la gueule, sauf que la Chine avait hacké les missiles américains, et les Américains donc ont perdu la guerre au bout de 3 jours. S'ensuit un effondrement social du modèle des États-Unis. La tech a continué à exister, mais l'humanité s'engouffre peu à peu dans le chaos. Et comme en fait le chaos c'est un peu compliqué et que le métaverse n'a pas marché, on a créé en fait des lentilles, ou plutôt des prothèses artificielles, qui nous permettent de voir le monde autrement. Tu m'entends? Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Voilà. Qui s'appelle les Veils. Et c'est un peu comme un filtre Instagram ou un filtre Zoom, tu vois, quand on était pendant le Covid et qu'on faisait des conférences et quoi derrière nous, on avait l'impression que c'était la plage et le paradis. Je fais toujours, moi je mets des petits bonhommes guimauves qui font la teuf. Je ne suis pas étonné. Mais donc voilà, en fait le principe des Veils c'est ça, mais sans la conférence Zoom, c'est-à-dire que tu mets ton logiciel Veil et du coup tu vois des petits hommes guimauves partout autour de toi. Et en fait tu peux voir que tous les gens qui viennent te parler en fait sont des hommes guimauves, ou sont des pandas, ou sont des mecs de clips de rap et tout, etc. Donc voilà, c'est une idée qui est stupide, mais c'est une idée de Scott Snyder, donc c'est naturellement stupide. Et ce qui compte, mais qu'est-ce qu'il est méchant. Ce qui compte c'est pas ça. Non, mais ça, franchement, je trouve ça imbuvable à lire, mais c'est mon point de vue. Parce que on s'en fout. Ça c'est l'argument de la série, c'est le gadget cyberpunk dont il a besoin pour faire son histoire de cyberpunk à la Blade Runner, puisque c'est une histoire qui va faire du tech noir, c'est-à-dire grosso modo un monde futuriste avec une techno dominante qui a asservi l'humanité, et un détective privé à l'ancienne, avec un nom à l'ancienne, un caractère à l'ancienne à Humphrey Bogart, qui mène l'enquête et qui va découvrir évidemment qu'il y a un grand complot qui est lié à ceux qui possèdent le système. C'est très classique, c'est très conventionnel. Le gadget, effectivement, de voir la réalité autrement avec tes Veils, fait qu'il y a quelques scènes intéressantes de Manapool. Très honnêtement, même pour apprécier quelques créations de Snyder en indé récemment, je dirais que c'est pas le haut du panier. Et je suis pas étonné qu'entre guillemets ça aille à côté de Noctera, on va dire. Donc voilà, si en tout cas vous n'êtes pas comme moi, si à chaque fois que j'ai du mal de Scott Snyder, vous dites non c'est pas vrai, il est vachement bien quand même, n'hésitez pas à y aller, chacun ses goûts, tous les avis sont dans la nature. Moi, comme je le dis à chaque fois, j'ai un peu aussi de la poussière sous les bottes par rapport à ce scénariste parce que je lis tout ce qu'il fait, parce que je suis obligé pour le travail, parce qu'Arnaud le fait pas. Donc c'est un peu je Mark Millar et Scott Snyder quand même. Tu m'imposes un poids considérable. Mais donc voilà, ça existe et tant mieux pour les fans de Manapool qui auront de belles planches. Très bien, Corentin. La blague de la mythe, Arnaud. Oui, non, je la fais dans la pause entre la partie comics et la partie télé, parce que sinon on va se perdre. Justement, parce que je veux encore te laisser un petit peu la parole, juste pour nous dire quelques petits mots, juste pour rappel, en fait, enfin, on en a déjà parlé lors de sa sortie VO, du Hulk Grand Design qui arrive en avril chez Panini Comics. Ouais, donc la fin de la trilogie, à supposer qu'il n'y ait pas de suite à ce qui était fait jusqu'ici. De cartoonistes kayfabe, donc le studio de Tom Scioli, Scioli apparemment il faut dire, Ed Piscor et donc Jim Rugg, qui sont les 3 meilleurs potes qui bossent dans le même studio et qui font des interviews géniales d'auteurs de comics, d'artistes de comics et des podcasts de lecture, on va dire, enfin où ils me prennent un numéro, ils le dépiotent, ils t'expliquent comment c'est fait et tout, sur YouTube. Très bonne émission au demeurant si ça vous intéresse. Donc Piscor avait mis le feu aux poudres en faisant les X-Men Grand Design, qui était une relecture assez complète des X-Men depuis leur création par Stan Lee jusqu'à la majorité du volume de Claremont. Puis il y avait eu les jusqu'à ce qu'en fait les séries se divisent après en plein de titres X-Men. Voilà. C'est 92 du coup. Ouais, c'est à la fin des années 80. Après ça, du coup, il y avait eu le Fantastic Four Grand Design qui était beaucoup plus court, c'est que 2 numéros par Scioli, qui est donc considéré comme l'un des clones modernes de Kirby, qui fait vraiment du Kirby dans le présent, avec un trait plus léger quand même. Il a un trait un peu plus de dessin au feutre, tu vois, que Kirby, qui était vraiment super ancré et tout. Et Jim Rugg, donc qui est le 3e, qui est un dessinateur un peu moins connu que les 2 autres. Enfin, il est pas aussi implanté sur le marché indé. Il a fait quelques bons titres quand même. Là, en fait, lui, il prend une approche sur le Hulk qui est plus de rendre hommage au personnage comme une création éditoriale. C'est-à-dire qu'au début, en fait, vous avez, comme pour le grand design Fantastic Four ou X-Men, des planches qui vont reprendre les premières aventures. Et puis, petit à petit, ça se segmente avec des pages qui sont que du blanc, des covers de numéros, des commentaires méta et en fait, une sorte de grande cartographie des événements éditoriaux du Hulk, plus que vraiment de son histoire personnelle et tout. Il y a ça aussi. Mais le critère particulier de ce volume-là par rapport aux 2 autres, c'est vraiment voilà cet hommage à l'objet comics ou découpage comics,
à la cover comics, plein de bonnes idées graphiques qui sont très bien utilisées. C'est aussi quelque part alors Panini avait dit plonger dans la psyché de Bruce Banner et tout. Pas du tout. Enfin, c'est pas du tout un truc analytique sur comment pense le Hulk ou quoi. Il y a d'autres BD pour ça. Là, c'est vraiment juste, comme encore une fois le Fantastic Four, plus le Fantastic Four que le X-Men qui était vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus narratif, tu vois. Là, c'est vraiment une sorte de commentaire méta sur l'histoire et l'évolution du héros, au point que le style graphique va changer. Enfin, la représentation du Hulk va changer par période. Là où par exemple Piscor était quand même assez unique dans son style, il faisait évoluer le grain, il faisait évoluer la couleur, etc. par rapport aux époques, mais ça restait du Piscor. Alors que là, il te fait même un hommage à Savage Dragon, tu vois. On voit le Hulk à la piscine, il a un bonnet de bain et ça lui fait la crête du Savage Dragon, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté, parce qu'il faut en fait signifier l'évolution du Hulk en termes graphiques, et du coup le Hulk quand tu le dessines façon années 90, il ressemble à Savage Dragon. Tu vois. Donc c'est super bien à lire en tout cas si on aime ce genre de BD, c'est vachement cool. Moi, je vous conseillerais de tout lire. Hein. Les 3 séries sont éditées du coup en France avec des grands formats. Là, c'est pareil, ce sera un grand format. À 22, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, 26? C'est peut-être 26. C'est peut-être souple et rude. Non, c'est du souple. C'est du souple. Ok. En tout cas, c'est très grand format souple qui fait plutôt cool en plus, moi je trouve. Enfin, j'aime bien, qui est très agréable à lire. Je suis en tout cas pour Corentin enthousiaste. Ouais. Encore, et pour du Panini en plus. Enfin, du Marvel, quoi, tu vois. Ouais, mais je n'ai rien contre Marvel. Ah, c'est rare. Est-ce qu'on continue à être enthousiaste du côté de la VO avec 2 petites actualités? La première, c'est Ramvé qui prépare un nouveau projet avec Ivan Kagel qu'il a commencé à teaser sur les réseaux sociaux. J'ai vu que t'avais mis ça, mais du coup, il va falloir qu'on se lisse. On aurait peut-être dû se concerter avant. Oui, effectivement, Ramvé prépare un projet avec Evan Kagel. Arnaud, je me demande comment ça s'appelle et de quoi ça parle. On a eu des infos, voilà, on n'a pas d'en parler. Donc effectivement, Ramvé qui revient en indé après avoir clôturé Radio Apocalypse en cours de route. D'après lui, c'est sa faute. Il dit pas que c'est la faute de l'artiste ou quoi. Il dit c'est moi, je me suis mal organisé et tout. Donc il avait plus trop de projets indés récemment. Il a fait du Marvel, il a fait du DC. Il continue d'ailleurs même. Voilà, on attendait un petit peu quelle serait sa nouvelle création. Et comme pour Blood Moon, c'est ça, hein, chez 619, ça a été annoncé il y a plusieurs années, Arnaud. On a juste été très nuls et très cons parce qu'en fait, depuis des années, régulièrement, il tweet de nouvelles planches de Kagel, en fait, effectivement, qu'il avait déjà croisé sur Catwoman. Vous pouvez, parce que c'est compliqué de vous donner en fait des références sur Kagel vu que c'est un artiste qui est très à la fois débutant entre guillemets dans le mainstream et très rare. Il a fait quelques planches de Superman and the Authority 2 de Morrison et du coup cette collaboration avec Ramvé sur Catwoman, mais il a pas fait 40 trucs dans les comics de super-héros à part ça. C'est très beau, c'est très inspiré par j'aurais envie de dire Evangelion évidemment parce que c'est le plus commun quand on parle de manga de kaiju et de Jaeger. Mais a priori c'est ça le thème. Voilà, ça va être des gros robots qui vont taper des gros c'est ce qu'on voit sur les planches. C'est l'ambiance qui se dégage des dessins qui sont et influence très manga, même si c'est probablement l'effet noir et blanc qui fait ça, parce qu'en vérité il y aura des couleurs de Dave Stewart et ce sera, alors j'ai oublié son nom malheureusement, excusez-moi, le lettreur de Blue and Green qui va s'en occuper. Et en l'occurrence le lettrage était assez important dans Blue and Green, donc peut-être qu'il y aura un effort qui serait fait par rapport à ça. Donc on ne sait pas où. Vault, Image, les Dark Horse, les possibilités sont nombreuses. On ne sait pas quand non plus, mais on sait que ça arrive et que ça fait quand même 3 ans que c'est en gestation, donc vivement le Ramvé nouveau. Ouais, c'est comme le vin nouveau, mais en bien. C'est le V nouveau. Le V nouveau. Très bien. Ensuite, Corentin, l'autre projet, est-ce qu'on en est impatient ou pas? C'est la nouvelle série Gardiens de la Galaxie qui arrivera en avril chez Marvel, avec un duo de scénaristes aux commandes. C'est donc Jackson Lansing et Colin Kelly, donc des gars qui opèrent en fait en duo maintenant depuis toujours en fait. Ils ont quasiment fait que ça. On les a vus sur du Batman Beyond Neo Gear chez DC. Ils s'occupent de la série Captain America Sentinel of Liberty. Ils ont fait la mini-série Kang le Conquérant chez Marvel. Ils ont également fait Zojakan qui est dispo chez Comics Initiative ou Joyride chez Glénat en indépendant. Donc les deux prennent un nouveau statu quo pour les Gardiens, dont on n'avait plus trop de nouvelles depuis la fin de la précédente série d'Halloween qui s'était conclue avec le crossover The Last Annihilation. Et surtout, on voit le line-up en fait dans lequel il manque Rocket Raccoon et Groot. Et les personnages là ont tous un peu une dégaine de western. Une nouvelle direction donc pour savoir un peu ce qui est devenu de ces gardiens et ce qui se prépare pour cette série, puisque Marvel nous tease un Groot Fall, voilà, donc la chute de Groot. Alors est-ce que c'est dire qu'il va mourir ou est-ce que plutôt il y a un des visuels en fait qu'on a vu où tu le vois visiblement en train de
mettre une planète en feu, donc peut-être dire qu'est-ce qu'il serait devenu méchant. Ce sera dessiné par Kev Walker. Et Corentin, toi qui es un fan des Gardiens de la Galaxie, tu as Rocket Raccoon tatoué sur la cuisse. Oui. Qu'est-ce que tu penses de est-ce que tu penses que ça fera partie d'une belle parution chez Marvel, ou que ce sera plutôt routinier parce que il y a un film qui arrive, alors du coup on les remet au devant? Ça c'est évidemment ce pourquoi on les a mis, enfin on fait cette nouvelle série là à ce moment-là, c'est évident, mais bon, c'est compliqué de s'émouvoir de ce genre de choses dans la mesure où c'est devenu routinier et a priori très bien accepté par le lectorat. Colin et Jackson, c'est mes potes, je peux les appeler par leur prénom. Oui. Ou Kelly Lansing si vous préférez. Avaient fait quelques travaux intéressants en indépendant. J'admets que depuis qu'ils sont arrivés chez Marvel, moi je trouve pas ça renversant non plus. Elle est pas mauvaise, hein, leur série cap, en tout cas du peu qu'on en a pu en voir pour l'instant. Ça a fait moins d'1 an, hein, pour le coup, donc voilà, il y a des bonnes thématiques, des bonnes idées sur l'héritage de qui est Steve Rogers et tout. C'est l'un des rares trucs que je lis encore chez Marvel, voilà, par fanatisme américain, je ne sais pas. La série Kang, j'avoue, je l'ai pas lu et pour le coup, j'étais assez curieux. C'était pas mal. Parce que voilà, parce qu'il y a quand même du potentiel. Sinon, ouais, non, c'est vrai que quand on voit des auteurs qui font de l'indé et qui se débrouillent pas trop mal, c'est toujours un peu un exercice de les voir se plier aux règles mais attends, il a fait du Batman Beyond aussi. C'est ce que j'ai dit, ouais. Et alors, ça. Je l'ai pas lu celui-là, par contre. T'as pas lu Batman Beyond? Toi qui l'a tatoué sur ton front? Oui, c'est vrai. Le logo de. Mais c'est les nouvelles séries m'intéressent moins, quoi. Ouais. Mais c'est toujours la même continuité, non? Je sais pas, j'ai pas lu. Ah oui, je suis con. Voilà. Mais donc ouais, non, très bien pourquoi? Très bien pour qui d'ailleurs? Pour les fans, mais après moi je me demande vraiment si ça va se vendre de ouf. T'as des sushis sur tes chaussettes, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Incroyable. Pas des vrais, hein, c'est. Oui, il a pas collé des sushis sur ses chaussettes. C'est un nouveau style. Non, mais je me demande vraiment parce que là, enfin, je trouve pas, enfin. Après, c'est vrai qu'ils ont dans le texte, ils ont décrit quelque chose comme un croisement à la Impitoyable, le film avec Clint Eastwood, pour le côté western un peu vénère, et Next Wave, je crois. Ouais. Je vois pas du tout comment tu mélanges ça. Hein. Bah moi, même ça, elle est impitoyable dans l'univers des Gardiens, parce que c'est pas un Old Man Quill ou un truc comme ça là. Non, c'est mais ils seront sur une planète désertique, j'imagine. Ok. Bon, pourquoi pas un petit western spatial, effectivement, ça donne des bonnes choses, mélanger le western avec la science-fiction en général. Bah, je trouve que le Star-Lord en chapeau de cowboy et machin, il a quand même une bonne petite dégaine. Je peux penser un peu à Borderlands aussi. Ouais, il y a carrément un look Borderlands, effectivement, dans le côté désertique. C'est fou quand même, tu fous un chapeau de cowboy à n'importe quel mec qui a un masque robotique et ça rend bien. Ouais. Il y a des évidences comme ça, c'est curieux. Des évidences de design, ouais, de chara design, effectivement. Très bien. Bah écoute, voilà, on en a fini pour la partie comics. Donc on va pouvoir passer à la partie écran. Mais d'abord, celle qui était attendue, réclamée depuis de nombreuses émissions. Donc la blague de la grosse mythe. Qu'est-ce que c'est, Corentin? Alors en fait, c'est un... J'ai peur. Je sais pas si tu vas rigoler, c'est ça qui me fait peur. Non, je pense pas. Parce que je vais me prendre un gros beat, quoi. Bah du coup, c'est un pote qui reçoit un coup de fil d'un de ses amis et qui lui dit: mec, faut que tu viennes chez moi, absolument, faut que tu viennes, là j'ai un truc à te montrer, tu vas voir, c'est complètement dingue, viens. Alors son pote il fait ok, tu vois, et il file chez son pote, il arrive. Donc il lui demande: bah alors qu'est-ce qu'il y a? Et donc là t'as son ami qui lui fait: bah écoute, je suis tombé sur une lampe là et il y a un génie et il exauce des vœux, et en fait il peut t'exaucer un vœu aussi à toi si tu le testes, faut vraiment que tu le fasses et tout, c'est incroyable, il va vraiment pouvoir te réaliser n'importe quoi. Il fait: mais qu'est-ce que tu me racontes là, tu me dis des conneries? Mais si, regarde la preuve, regarde, va dans le placard là, ouvre la porte, il y a une énorme mythe dedans et tout ça, tu vas voir. Donc le gars il y va, il ouvre la porte du placard, effectivement t'as une gigantesque mythe dedans, je vais refaire direct, il fait: oh putain, c'est quoi ce truc et tout, et il dit: bon ok, ouais, bah ok, j'en crois pas mes yeux, vas-y, amène-moi ton génie. Donc ils vont dans l'autre pièce, et donc là effectivement t'as le génie qui est là et qui lui dit: bonjour, je suis le génie, je peux t'exaucer un vœu, alors demande-moi ce que tu veux. Alors là le mec il se tâte, il fait: je sais, je voudrais 1 milliard. Et là le génie fait: exaucer, et il claque des doigts, et là paf, t'as un billard qui apparaît dans la pièce. Et là le mec il se retourne vers son pote, il fait: mais il est trop con ton génie, j'ai demandé 1 milliard et il m'a donné un billard. Et l'autre il fait: ah bah tu crois que j'avais vraiment demandé une grosse mythe? J'avais compris la blague, je pense, à la première phrase où t'as commencé ton histoire. Elle est drôle.
Elle est drôle, Elle est incroyable. Ça valait le coup. Ah bah oui. Donnez de l'argent sur Tipeee pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Une blague d'Arnaud par podcast. C'est ça. On va mettre des rires enregistrés. Ah, tu te sens con, hein? Non, moi j'adore cette blague. C'est un Elle classique. est merveilleuse. C'est un classique. Elle est formidable. Très bien. Donc maintenant, Merci, Arnaud. en plus, je pense que je vais mettre dans le timecode du podcast la blague de la grosse mythe exprès pour que les gens puissent la sauter. Non, tu vas l'extraire. S'ils veulent On pas. va faire Ah un oui. podcast séparé. Les blagues d'Arnaud. Ouais, c'est ça. Allez, Comme Corentin. les donc, chroniques de Pierre Desproges à une époque. donc la partie télé. Première nouvelle, tout simplement pour vous dire que sur Toonami, à la fin du mois de janvier, je crois que c'est le 29 janvier, oui, c'est ça, c'est le dimanche 29 janvier au soir, il y a le nouveau documentaire. C'est vachement plus marrant. Ça. Donc là, en fait, Corentin se moque de moi parce que je voulais laisser échapper un petit rototo et je voulais pas le faire dans le micro. Du coup, moi, j'ai une technique, c'est qu'entre deux mots, je tourne la tête et j'évacue. Vous verriez la technique qu'il a. Voilà, c'est on incroyable. dirait un mec qui esquive une bastos dans Matrix, tu vois. Il interrompt pas la phrase et tout, c'est incroyable. Bah oui, mais, des années de podcast, mec, hein, c'est à la fin on s'entraîne quoi. Donc je voulais dire à la fin du mois de janvier sur Toonami, vous pourrez retrouver Super Vilain l'enquête. Donc c'est un nouveau documentaire de Xavier Fournier qui avait déjà réalisé pour la chaîne le règne des super héroïnes il y a 2 ans, dans lequel on avait retrouvé notamment Trina Robbins et des autrices Kelly Sue DeConnick. Et donc là, rebelote en fait, il refait un documentaire. Qu'il co-réalise, qui s'intéresse donc aux figures de super vilains de bande dessinée, et avec aussi là quelques intervenants très sympathiques, puisqu'on retrouve Jerry Conway, on retrouve Alexis Briclot, donc l'artiste français qui arrive d'ailleurs bientôt sur First Print, #teasing, et Frédéric Sigrist aussi, le bon Frédéric. Donc voilà, pour un documentaire, j'imagine, de 90 minutes sur... Tu pourrais imiter la voix de Sigrist? Non, je sais pas le faire. Si. Bah non, je sais pas le faire. Essaye. Mais non, mais je vais pas le faire là. T'as un talent naturel. Hein? T'as un talent naturel pour les imitations. Regarde Kevin Feige, Dan Didio. Non, j'arrive pas à imiter la voix de Fred, c'est super dur. Salut Arnaud. Non, impossible. Bah non, ça marche pas du tout. Très bien, Quentin. Fais Briam. On regardera? Oui. On va regarder. Très bien. Ensuite, autre nouvelle dont je voulais te parler pour la côté de la télé, parce que là, par contre, voilà, on va passer dans la partie où Corentin est plus enthousiaste, hein, clairement, parce que Steven Amell revient. Non, très bien. Documentaire de Xavier Fournier, super. Non, mais Steven Amell, non, je parlais de la suite, justement. Ah, pardon. Je parlais Steven Amell revient dans The Flash, super. Voilà, t'es content. Ah, mon gars. Ouais, bah, on savait que ce serait le grand bouquet final de cet univers foisonnant et mirobolant. Pour la dernière saison, ils feront revenir tout le monde. Il y aura genre un plan final de salut à la caméra où ils seront tous là dans leurs costumes et tout. Ce sera trop émouvant parce que c'est la plus grande série de tous les temps. Mais ouais, non, je suis content. Bah, symboliquement, quoi. Hein, Arnaud, arrête d'envoyer des news pendant que je te parle. Mais non, je reçois un mail. Oui, c'est un mail. Hein, qu'est-ce qu'il y a dans ton mail? Événement, Emmanuel Lepage rentre des terres australes. T'es fort en impro. Comment t'as réussi à improviser ça? Mais non, mais il a fait des BD, il a suivi des gens sur une base en Ontario. Et moi, j'avais suivi ce projet, mais c'est plus intéressant que Stephen Amell? Non, effectivement. Non, mais effectivement, voilà, la série Arrow qui a un peu tout commencé pour cet univers partagé de super-héros qui a duré 10 ans. C'est cool de revoir un peu la première équipe, les trucs un peu fondateurs, etc. Et même si on a tous grandi et qu'en fait d'ailleurs les séries étaient jamais vraiment faites pour les adultes, enfin en tout cas pas forcément au premier degré comme peuvent l'être des séries, je sais pas, HBO ou quoi, enfin voilà, ça reste sympathique, ça reste un bon souvenir de la culture pop avec tous les défauts qu'on a pu noter au fur et à mesure des années, des saisons et des séries et des spin-offs. D'ailleurs on a appris récemment, c'est un petit détail intéressant. Là, bon, on va en parler dans l'actualité suivante, remarque, mais qu'en fait, la raison pour laquelle il y avait autant de séries CW et autant de séries Berlanti Productions, c'est qu'en fait, Berlanti Productions était payé par Warner Bros. Un bonus s'il arrivait à faire beaucoup de séries dans l'année. Ce qui explique pourquoi Black Lightning, ce qui explique pourquoi Batwoman, ce qui explique mais pourquoi ils ont pas annulé Batwoman après le départ de Ruby Rose. Merci Ruby Rose, je savais qu'il y avait un rose quelque part. Voilà, en fait, c'était vraiment une usine parce que c'était une usine. Elle était payée à produire, et que la qualité ou que le contrôle créatif n'a jamais été vraiment très pointilleux parce que simplement, le but c'était de remplir la grille de Netflix en échange d'un gros chèque. Donc voilà, c'est quelque part un peu cynique, mais bon, entre guillemets, ça a permis de créer un univers de super-héros qui était riche, plus riche qu'en tout cas que les univers de super-héros de DC au cinéma. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Donc c'est un peu triste que ça s'arrête. Même si en même temps, je pense que ça manquera pas non plus énormément. Il y aura d'autres univers après, parce que Berlanti Productions va continuer à travailler.
Il y aura d'autres spin-offs d'autres séries et il y aura probablement même d'autres caméos, j'imagine vraiment à terme, de Stephen Amell et de Grant Gustin, parce que Tu crois? Berlanti Non. recycle tout. Mais non, mais cet univers, c'est la fin, là, c'est la conclusion. Il y a une technique déjà dans les séries Berlanti, c'est que les parents sont toujours joués par ceux qui jouaient les personnages de la génération plus tôt. Dean Cain qui jouait La génération le père plus tôt, de... c'est ceux qui ont grandi avec Walt Disney, c'est ça? Plutôt. Le chien. Ou le mec qui jouait Flash dans la série des années 90, qui jouait Jay Garrick dans la série The Flash, tu vois. Ouais. Ils vont le refaire avec Amel et ils vont le refaire avec Gustin aussi. Maintenant, c'est des légendes de la CW et de Berlanti Productions et des adaptations de super-héros. Ouais. On aura sûrement même un petit caméo de Grant Gustin dans le film The Flash. Non, je suis Non, complètement mais non. Non, ça, c'est à sens unique, à mon avis. Oui, oui. Mais il les replacera quelque part. Déjà, techniquement, Superman et Lois, ça appartient à la même cosmogonie. Hein. Ouais, mais c'est sur une autre terre et ils ont quand même abordé maintenant une rotation super différente, même en termes de réal, d'intensité. Oh, tu sais, le naturel revient au galop. Et... Moi, franchement, j'ai du mal Non, à j'y croire crois pas. qu'il fera pas ça plus tard dans un autre standard. Non, j'ai vraiment du mal à y croire. Actualité suivante. Bah, c'est donc Greg Voilà. Berlanti Mais dis-le jusqu'au bout. qui signe un gros contrat avec Warner Bros. Discovery pour Voilà. continuer à produire des séries. Parce qu'on en en fait, parlait chez eux. au dernier podcast de ça, justement. Mm. Et en fait, David Zaslav, visiblement, était un grand fan de l'univers de Arrow, puisqu'il a vraiment dit, ce mec, c'est un fournisseur de talent, c'est un génie, c'est un mec loyal, sincère, honnête et tout. Il lui a brossé bien les godasses. Et ils ont signé un très gros contrat qui fait que maintenant Berlanti Prod sera exclusif Warner pour les séries télé. Donc déjà, c'est première nouvelle, tu vois. Et qui va fonctionner comme un petit studio indépendant. Bon, a priori sous la houlette de Gunn quand même, parce que normalement Gunn supervise aussi les séries télé. Je vois mal comment les deux vont se répondre, parce que c'est quand même pas exactement la même école de travail. Très drôle, très drôle. Par mail. Incroyable blague. Alors là, pour le coup, comment ils vont se répondre? Par mail, par Slack, par WhatsApp. Donc, tu peux pas interagir avec moi sur la... Parce que là, je fais que des monologues, toi, Ouais. t'attends. Ouais, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, je te laisserai Après, monologuer. tu fais des monologues et je fais des blagues pourries, donc du coup, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Parce que c'est moi qui suis drôle. On te répond pas bien par mail. Lol, Vire tes pieds de mon visage. Donc, casse les couilles avec tes pieds de hobbit de merde, là. Donc, tout ça pour dire. Non, mais quand même, c'est une grosse actu, là. Allez, un peu de sérieux. Donc, ça veut dire que déjà, il y aura d'autres séries Berlanti Productions à l'avenir, et y compris chez DC, puisque c'est un peu sa force. C'est justement d'avoir créé l'univers Arrow. Sachant que Berlanti, beaucoup reconnaissent là-dedans en fait l'image des séries CW, Flash, Arrow et tout ça. Il y a aussi à côté Doom Patrol, il y a aussi justement Superman et Lois, donc il y a aussi des choses qui sont qualitativement plus intéressantes. Oui, bien sûr, mais par contre il y a quand même des codes en commun. Tu vois, il y a des axes chez Berlanti, la diversité par exemple. Oui. Wow. Les triangles amoureux, ça continue à exister encore aujourd'hui. Hein, oui. Voilà. Cette espèce d'esprit familial et groupement qui fait qu'il n'arrive jamais à s'engager sur un seul héros et qu'il faut toujours qu'il crée une famille autour, etc. Ça, c'est une façon de travailler, une façon de procéder qui va continuer. Et même quelque part, la révérence aux comics. Alors, avec 3 francs 6 sous, en général. Bon, il y a quand même des meilleurs effets spéciaux dans Superman et Lois, on est d'accord. Qui parfois est supérieur à ce qui se fait au cinéma. Enfin, en tout cas, il a pas peur des concepts abstraits et bizarres. Ça va continuer. Et quelque part, on peut se demander si ça va pas être lui, justement, le capitaine de DC Studios pour la télévision. Même s'il y aura d'autres produits à côté, parce que Peacemaker va continuer, il y a les 2 séries de James Gunn qui sont en développement. Gunn lui-même a une petite école de gens qu'il a formés, les mecs de Brightburn par exemple, qui pourront développer des produits à côté, etc. Mais on va quand même avoir une survivance de l'esprit justement CW, en tout cas Berlanti CW, chez DC Studios. Faut voir en fait si justement c'était plus parce que c'était marketé pour le public supposé de la CW que ça avait cette gueule-là. Ou est-ce que c'est vraiment l'esprit de Berlanti? Parce que maintenant que c'est chez Warner Bros. Discovery, si on lui dit maintenant, en fait, tu vas faire ces séries-là pour un public, pour une autre tranche d'âge ou pour un autre truc, peut-être que justement, il va corriger les choses et que, en fait, on va s'apercevoir qu'en fait, l'esprit CW des séries Berlanti, c'était vraiment à cause de l'aspect CW plus que de celui de Berlanti. Mais je vois ce que tu veux dire, mais à mon avis, c'est prendre le problème à l'envers, en fait. C'est qu'on va lui demander de refaire ces tranches d'âge, à mon avis. Parce que, regarde, quand tu prends Chilling Adventures of Sabrina, c'est Roberto Aguirre Sacasa et tout, mais qui vient de Glee et tout. Mais je veux dire, ça reste des codes Berlanti, tu vois. Encore une fois, triangle amoureux, famille, machin et tout. Et c'est une série Netflix quand même. Après, Berlanti a pas inventé les triangles amoureux. Non, mais c'est son domaine d'expertise. Tu vois, le film Love Simon qu'il a réalisé, c'est un truc adolescent. C'est une romance et tout, tu vois. Donc,
À mon avis, il est identifié là-dessus. Ça veut pas dire qu'il fait que ça, mais il est identifié là-dessus. Et il y a pas de raison qu'il ne se serve pas de cette force-là, parce que je pense que Warner considère que c'est une force. Il y a d'autres héros jeunes à faire. Il y a toute une ligne de version juvénile de l'univers DC qui a été développée. Moi, je vois pas en fait pourquoi Warner Bros se passerait en fait d'un truc qu'il sait faire, qu'il maîtrise et qui a prouvé que ça trouvait son public. Tu vois, parce que évidemment, il pourrait faire des séries d'un coup Dead Serious pour adultes, faire un Constantine super vénère qui fume et qui tue des gens. Mais en même temps, pourquoi faire? Parce que ce qu'il a fait jusqu'ici, ça a l'air de trouver son public. Ça crée des cosplays en convention, ça vendait du merch. Donc à un moment donné, tu vois, moi je dis que ça, je pense que ça va continuer. Après, sous des formes X ou Y, peut-être que ce sera un peu moins tard, ou qu'il y aura moins d'épisodes filler, des saisons plus courtes, ça c'est sûr, de toute façon, qui vont fermer un peu le robinet au niveau du budget des spin-offs et compagnie. Mais je pense que non, on va continuer à avoir cette façon de faire à la Arrow qui est peut-être un peu mieux, hein, on ne sait pas. Mais regarde, Titans, regarde, c'est une série qui typiquement est sombre dans la tonalité, mais qui est très CW compatible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Titans, pour le coup, c'était pas un produit CW, donc. Mais c'était, oui, enfin, pardon, Doom Patrol non plus, je veux dire. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas, et pour le coup, ça là, elle est bien. Bah oui, Titans, c'était pas affreux non plus, hein. Saison 1. Ah ouais? Saison 1, ça va. Vas-y, refais. Attends, j'ai pas réussi ça. Ça va. Très bien, Corentin. Bon, allez, on continue et on termine ce podcast avec la partie cinéma, elle aussi très peu chargée en actualité pour le moment, en ce début d'année. D'un côté, c'est Disney qui n'est pas certain de pouvoir retrouver l'amour avec le marché du cinéma chinois. Bah, ni Disney, ni personne en fait, oui. Dans l'absolu, à part les coprods chinoises. Donc on se rappelle le marché chinois qui fonctionne sur un principe d'autarcie et qui attribue chaque année en fait des espèces de visas de cinéma où il laisse rentrer des films. Il y avait une époque où c'était chiffré à quelque chose comme 30 films par an, puis ça a décru à 20 et l'année dernière c'était 12. 12, ouais. Voilà, donc c'est quand même très peu évidemment si vous considérez le nombre de films qui sortent chaque année aux États-Unis. Là juste l'année qui s'annonce, voilà, vous avez Shazam 2, vous avez Barbie, vous avez Oppenheimer, vous avez John Wick 4, vous avez machin, vous avez bidule. Donc évidemment, c'est très sélectif et on a remarqué quand même que les films Marvel Studios étaient vraiment particulièrement ciblés. Il y a plus de films Marvel Studios qui sont autorisés depuis Spider-Man Far From Home. C'est-à-dire que même No Way Home n'est pas sorti en Chine. Voilà. Même le Venom 1 qui avait grave bien marché en Chine n'a pas eu droit à une sortie pour son deuxième épisode. Et des gros succès, voilà, même Endgame, je veux dire, c'était quand même un bon gros filon en Chine, c'était plus de 400 millions, je crois. Surtout l'ensemble du truc. Et même d'ailleurs Marvel avait fait des posters avec en hommage aux nouvelles en chinois pas mal de fois pour les Eternals, pour Spider-Man, etc. Mais ça n'a pas marché, les autorités locales ne voulaient pas parce que les autorités locales en fait préfèrent miser sur le produire local en fait. Simplement ils essayent de dynamiser le cinéma chinois et donc imposent une sorte de norme de 55% de contrôle du marché par les films chinois. Le problème, c'est que le Covid est passé par là et a mis un coup d'arrêt à pas mal de productions chinoises qui, du coup, ne pourront pas sortir au cinéma parce qu'elles ont été retardées, il faut les retourner, il faut les finir, etc., etc. Les exploitants s'en plaignent en expliquant que, du coup, il va y avoir des semaines ou des mois où il n'y aura pas de nouvelles sorties. Si on bloque les films américains. Donc, à côté de ça, le gouvernement leur demande d'ouvrir plus de cinéma aux grandes chaînes parce que les salles de cinéma ça attire des gens, ça fait passer le commerce, ça fait des sorties familiales, ça fait machin, ça fait bidule, ça fait de la vie en fait, simplement ça fait de la culture, ça fait du lien social. Donc ils demandent aux exploitants d'ouvrir plus de salles, mais en même temps les exploitants n'ont pas de films à proposer. C'est ça. Donc ce qui se passe c'est que en plus ça, là c'est externe au monde du cinéma, mais le congrès national du Parti communiste, le congrès, oui, c'est le Parti communiste chinois, a eu lieu l'année dernière je crois. Et les sentants du parti ont eu lieu aussi à cette période-là. Ce qui fait qu'il y avait une période d'instabilité où en fait il fallait faire propre parce que du coup le gouvernement profitait pour revoir un petit peu tous les échelons, etc. Et que donc tout le monde avait un peu peur d'être le mec qui prendrait la décision d'ouvrir trop le parc de films. En parallèle de quoi, il y a les tensions entre les États-Unis et la Chine par rapport à Taïwan, par rapport aussi aux enquêtes Covid, et par rapport aux interdictions de vol entre la Chine et les États-Unis, les autres pays qui refusent d'accueillir les touristes chinois qui n'ont pas eu un test SARS-CoV-2. Donc un test Covid. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses et on sait que la Chine se sert beaucoup de son industrie en général, pas que des cinémas, comme un levier diplomatique pour faire chier en fait simplement. C'est vous refusez nos touristes donc pour mettre la pression. Voilà, c'est ça. Donc on va pas accueillir vos produits, on va boycotter telle marque, etc., etc. Donc ça c'est très fréquent, c'est très régulier. Et le fait est que actuellement il y a une sorte de léger réchauffement des tensions
apparemment, de ce qui a l'air de se présager, où Xi Jinping a l'air plus accueillant, enfin plus sympathique envers Joe Biden. Et parce que Xi Jinping est plus sympathique envers Joe Biden, Marvel Studios pourrait être implanté en Chine. C'est complètement bizarre. Mais donc voilà, a priori Bob Iger, maintenant qu'il est revenu, devrait y aller sur place, serrer des paluches, dire je suis Bob Iger, je suis Disney. Venez, on bosse ensemble. Petit film dans le territoire. Tu fais un petit Spider-Man, là. Vous en avez un de retard en plus, hein. Magnifique. Mais tu vois, ils vont le sortir un an après. Ça, si jamais ils ont l'autorisation, évidemment. Sony fera tout pour. Hein. Ouais, c'est sûr. En plus, Spider-Man, c'est très gros en Asie. C'est l'un de leurs personnages préférés. Mais au-delà de ça, tu vois, Avatar, la voix de l'eau est sorti en Chine. Et il fait ses 200 millions, pépouze, le vent dans le dos. Les Chinois sont encore amateurs de produits américains, même si ça commence un peu à se tarir, parce que mécaniquement, à force d'un être privé, soit j'imagine qu'ils piratent comme tout le monde, hein, mais puis tu t'en passes sinon. Voilà, tu t'en passes. Et en plus, les Chinois font aussi des gros blockbusters, alors de propagande, hein, trucs sur la montagne bidule, etc., ou les gros héros d'action chinois qui défoncent des gueules et tout. Mais à côté de ça, il y a quand même un imaginaire qui manque, une richesse dans la science-fiction qui manque, enfin plein de produits qui manquent. Et vu que la plupart des plateformes sont interdites en Chine, parce qu'il n'y a pas le contrôle du gouvernement, on peut un peu se poser la question de, effectivement, si jamais Iger n'arrive pas à déverrouiller le précieux sésame, est-ce que les Américains en général vont pas renoncer simplement? Parce que The Batman est sorti en Chine, par exemple. Il a fait 25 millions. C'est ridicule. Après c'est gaguesque par rapport aux 200 millions de Venom, tu vois. Ouais, bien sûr, mais après les cinémas étaient pas bien ouverts, ou je sais pas, enfin le contexte de sortie, c'était pas un peu chaud en Chine à ce moment-là? C'était mars 2022. Hein. Ça commençait déjà à aller. Ouais, mais il y avait pas une recrudescence et des salles qui avaient fermé justement. Parce j'allais dire les trucs, les chiffres, on n'a pas le droit de dire ça, mais les chiffres que donnent les autorités de santé chinoises sont pas forcément les bons. Tu vois, quand tu vois toutes les maps mondes qui listent le nombre de contaminations et de morts du Covid, la Chine doit être en 7e, 8e, voire 10e place. Et tu vois les chiffres, tu te dis par rapport à la densité de population qu'il y a là-bas, par rapport aux images qu'on voit dans les reportages et tout, c'est quand même très très peu, compte tenu du fait que la maladie vient de là-bas en plus. Alors ok, dictature, ils ont pu mettre les gens de force en confinement très vite et les suivre à la trace quand ils sortaient de chez eux. Très bien, je veux bien, mais à mon avis, c'est compliqué de savoir en fait, même aujourd'hui, parce que là tu vois par exemple le Japon et la Corée du Sud, du coup n'autorisent plus les touristes chinois en considérant que il y a une vraie reprise grave de la pandémie. Et le gouvernement dit pas du tout, voilà nos chiffres, ils sont pas si graves que ça et tout. Donc en fait, tu sais pas exactement sur quel pied danser, quoi. C'est ce que disait d'ailleurs l'analyse de Hollywood Reporter, qui disait que on peut pas en fait se fier actuellement aux chiffres de la pandémie et qu'en fait ça va avoir un impact sur la fréquentation des cinémas. C'est comme ça. Et que là, avec le nouvel an qui arrive, le nouvel an chinois, les gens ils sortent, ils font la fête, ils vont pas faire gaffe, tu vois. Donc par exemple Ant-Man and the Wasp qui sort le 15 février à l'international, ça veut dire qu'il sortirait 2 semaines après le nouvel an chinois, donc à une période, ou 3 semaines plutôt, à une période où potentiellement il y aura un nouveau pic pandémique, une nouvelle vague de contamination, et donc est-ce que les gens auront envie d'aller au cinéma? Est-ce que même le gouvernement va pas refermer les salles? Ouais. Tu vois, donc c'est pas le bon moment. En plus, accessoirement, quand tu reprends après 3 ans sur Marvel Studios, reprendre avec Kang quand t'as pas vu la série Loki, ça paraît un peu tendax. Donc je sais pas si c'est le bon moment en fait pour y aller. À mon avis, on sait que The Meg 2 va y aller parce que The Meg 2 c'est une coprod sino-américaine. Bravo à Statham qui continue à exister en Chine. C'est fier de toi, mon grand. Mais sinon, à part ça, ouais, il y a pas beaucoup de prod de cette année. Je crois que les John Wick sont encore autorisés là-bas. Les Fast aussi, il me semble. Oui, Fast 10, oui. Top Gun, il avait eu le droit, il me semble aussi, parce qu'ils avaient viré le logo de Taïwan du blouson de Maverick. Ils ont vraiment dû faire ça, c'est un truc. Je sais. Mais voilà. Et puis, dans l'année, là, pour DC, je vois très mal pourquoi Shazam aurait le droit quand Black Adam n'a pas eu le droit. Aquaman, il y aura droit sûrement. Aquaman, c'est possible, parce que c'était pareil, c'était plus de 200 millions. Ouais, ça avait fait presque un quart ou un tiers du box-office. Entre le quart et le tiers, ouais, c'était ça. Donc faut voir après, parce que Venom aussi, il a fait un quart de son box-office en Chine. Hein, donc d'ailleurs, tu vois la différence. Hein, Venom 1, 800 millions, Venom 2, 500 millions. Et qui est-ce qui manque? La Chine. Donc peut-être qu'effectivement, qu'il y a d'autres marchés à conquérir aussi. Peut-être qu'il y a l'Europe de l'Est à conquérir, il y a l'Asie du Sud à conquérir. Non, mais je veux dire, à une époque, quand même, on a mis des acteurs chinois comme Fan Bingbing et tout, où on a mis des scènes spécifiques aux versions chinoises des films comme Iron Man 3, où le mec lui enlève son cœur en réacteur ARK, c'est un scientifique chinois, enfin c'est un médecin chinois et tout. Peut-être le marché indien, j'en sais rien. Ils sont très nombreux aussi, ils consomment, ils ont de l'argent, c'est un pays en développement, ou même un pays développé maintenant. Il y a d'autres pays que tu peux essayer de séduire. Je sais pas si en termes de... Mais après, ils ont leur propre industrie cinématographique. Oui, c'est sûr. Mais justement, ils ont des vedettes que tu pourrais... Il y a des personnages indiens en comics aussi.
il y a des rapprochements qui existent. Ils l'ont fait avec Eternals. Oui, oui. Hein, Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'était... Et en plus, c'était vraiment une façon très grossière, pour le coup, de comprendre l'industrie du divertissement indien. Mais après, encore une fois, l'Amérique du Sud, par exemple, tu vois, Ah, ça, ils sont en train. Ouais. Les héros latinos, là. Oui, mais qui un héros arrivent. brésilien, par exemple. Hein Un héros brésilien, par exemple. Ça va se faire, mais Le ils grand font pays déjà d'Amérique du Sud. Blue Beetle. T'inquiète pas, tous les héros latinos, là, c'est en train d'arriver à cause de ça, quoi. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un nouveau parc d'exploitation aussi en termes de public. D'ailleurs, même sans faire dans le héros capter. latino, hein, juste une esthétique musicale un peu plus latino avec une star qui pourrait te faire la promotion. Wakanda Forever. Voilà, exactement, tu vois. C'est justement le genre de truc sur lequel il faudrait insister parce que quand tu te dis que Shang-Chi a été probablement fait pour séduire le marché chinois et qu'il a été interdit à l'entrée, tu te dis qu'en fait, c'est pas forcément si rentable que ça de croire que tu vas avoir une sorte de Captain Benetton qui va t'aider à t'implanter sur un marché. De toute façon, peut-être que les gens sont pas si cons que ça, en fait. Peut-être que les gens veulent, en fait, des trucs sincères et pas qu'on vienne leur faire les poches. Non, mais c'est pas ça. C'est aussi qu'à partir de quel moment tu crois que si tu veux dialoguer avec une dictature, enfin avec un comité de censure, il y a forcément un moment où plus ils vont te demander des trucs, plus à un moment toi-même tu vas être sur la sellette et tu pourras plus accepter. Donc forcément tu vas te faire censurer. Donc t'as pas tort, mais ça c'est tout l'Occident en fait. Hein. Si du coup, c'était très drôle parce que c'était chez Marvel. Waouh, incroyable. Toutes les boîtes ont été en Chine pour profiter de ce système dictatorial. Que ce soit la pharmaceutique, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le vestimentaire, tout le monde y a été. Le cinéma y était en dernier, quelque part, c'est un peu con, et c'est pris la porte le premier dans la gueule. Donc, ce que je veux dire, Disney, c'est quand même Mulan aussi, hein. Qu'elle a un film avec une actrice principale qui te défend les policiers qui tabassent les émeutiers à Hong Kong et qui te veuille le film tourné dans la région des Ouïghours. Voilà, ça passe, tranquille, c'est Disney, tout le monde s'en fout. Et après, bon, c'est pas forcément leur faute. C'est bien ce que je dis, c'est pour ça, c'est que par contre, c'est que ça devient une politique de la tolérance zéro, parce que autant ils sont capables de produire ou enfin d'accepter ça, et autant à côté, pour un plan pas visible d'un journal dans Doctor Strange 2, ils disent non, le film ne sort pas, ou tu vois. Mais donc, oui. C'est bizarre. Enfin bon. Corentin, la dernière actualité, c'est le film Red Sonja qui est réécrit en partie dont le personnage en fait va avoir ses origines réécrites pour le film, puisque la réalisatrice ne voulait pas en fait que justement l'agression sexuelle qu'elle subit et qui fait partie intégrante en fait du trauma de l'héroïne et de son parcours en fait soit présente dans le prochain film qui arrive chez Millennium. Ouais, tout à fait. Alors, autre enquête assez longue du Hollywood Reporter que je vous incite vivement à lire si vous voulez voir du journalisme bien fait et fait dans les grandes longueurs, parce que ça évoque vraiment tout. Du premier film avec Brigitte Nielsen et Schwarzenegger jusqu'au dossier de Joyce Holloway, jusqu'aux offres qui ont été refusées entre-temps, le film de Robert Rodriguez avec Rose McGowan, le film avec Sacha Baron Cohen et Amber Heard. Alors non, on a raté Amber Heard en Red Sonja quand même, le monde n'a aucun sens. Quelle tristesse, je pleure tous les jours, des larmes de sang. Jusqu'à la politique interne de Millennium, l'embauche de Bryan Singer, le scandale sexuel, la révolte des employés qui avaient dit Singer chez moi jamais, et le patron qui avait dit il faut qu'on installe des dodanes à côté du studio parce que sinon les manifestants qui nous attendent tous les jours en bas du studio pour protester risquent de se faire écraser par les mecs qui viennent nous chercher en bagnole. genre de phrase de vilain des Simpsons que tu peux pas inventer. Donc oui, voilà, c'est un long portrait. Ça revient aussi sur la transition de N.J. Bassett, réalisatrice de Solomon Kane et grande fan, j'imagine, de l'œuvre de Robert T. Howard, mais surtout des comics qui en sont sortis, puisqu'elle dit que ça fait 15 ans, en fait, depuis que le projet a été mis en branle, qu'elle veut réaliser le film Red Sonja. Donc Joyce Holloway, en fait, qui faisait des recherches après avoir écrit son script, donc Joyce Holloway, scénariste de la série Transparente qui parle justement d'une transition de genre. Je crois que c'est un pépé qui se transitionne vers une identité de femme, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Bassett non plus d'ailleurs l'a pas vu parce qu'elle dit que ça lui aurait rappelé des trucs un peu trop personnels parce que justement elle-même a transitionné. C'est une femme transgenre, voilà. Donc Joyce Holloway qui faisait des recherches pour écrire son script de Red Sonja, en fait s'est aperçu qu'il y avait un truc à creuser par rapport à l'idée de la divine féminine. Donc c'est un concept abstrait qui décrit en fait la présence féminine comme une divinité, et sur la maternité de Abraham biblique qui sacrifie Isaac et tout, parce qu'en fait elle s'aperçoit qu'on sait peu de choses sur sa mère et tout. Donc elle a quitté le rôle de réalisatrice de Red Sonja pour faire une série documentaire sur ce sujet précis, parce que c'est une créatrice extrêmement militante sur les sujets de l'identité, sur les sujets de la non-binarité. Au départ c'était Jill Soloway, puis après c'est Joyce Holloway depuis que elle est devenue non-binaire. Et en fait, cette piste-là qu'elle avait développée dans le script de Red Sonja n'intéressait pas du tout M.J. Bassett,
qui est plutôt conservatrice par rapport justement au rôle du cinéma en tant que vecteur d'aventure et de propos plus digestes. Elle dit que l'identité de genre, la thématique de la sexualité en politique, etc., plutôt la politique de la sexualité, c'est pas un truc qui est intéressant pour un personnage comme Red Sonja. Elle préfère parler de réchauffement climatique apparemment. L'allégorie du film Red Sonja sera celle d'une personne qui lutte dans un monde en plein effondrement. Donc voilà. Effectivement, le viol ne fera pas partie de l'histoire. Donc on se rappelle Red Sonja qui vit avec sa famille dans une petite maison d'Hyrcanie. Des barbares, enfin des maraudeurs viennent taper à sa porte, buter sa famille et l'un d'eux la viole. Après quoi une déesse apparaît et dit à Red Sonja, tu ne seras plus jamais aimée entre guillemets ou conquise par aucun homme, en échange de quoi tu recevras mon super pouvoir de barbaresse trop stylé. Et c'est pour ça aussi que Red Sonja n'a jamais d'aventure sexuelle, parce que en fait aucun homme n'est digne d'elle depuis qu'elle est la plus puissante. Donc voilà, effectivement c'est une version très à l'ancienne de l'origine du personnage féminin, et MJ Bassett dit que le viol n'est pas un bon motivateur à une intrigue, et un personnage, tu peux pas créer un personnage fort parce qu'elle a été violée, c'est bête, c'est vain, c'est trop rapide et compagnie. Donc il faut trouver une façon différente de nourrir ce personnage, de nourrir sa motivation à aller à l'aventure. Et donc elle va retirer ce critère-là. J'ai pas regardé honnêtement s'il y avait eu des commentaires en mode ouin on m'a détruit mon enfance avec la culture wokiste et compagnie, je sais pas, j'espère que non. Parce que si vous êtes à réclamer des viols pour, enfin je dis vous, pas vous évidemment, mais si les fans de Red Sonja sont à réclamer des viols par authenticité artistique, il y a peut-être un problème dans l'énoncé. Mais donc voilà, Bassett qui a l'air effectivement d'avoir toute licence sur le produit. Le reportage qui est fait du Hollywood Reporter dit que c'est vraiment elle la capitaine, que Millennium, après le scandale Singer et après le départ de Soloway, ils se sont calmés et en fait on a envie de la laisser bosser. C'est pas un gros budget, c'est tourné en Bulgarie, dans les petits villages à côté de la capitale. Beaucoup d'effets spéciaux pratiques apparemment, très peu de fond vert, très peu d'images numériques, on garde le bikini métallique. Pas de Hannah John Kamen comme on l'avait dit, parce que en fait ils se sont dit que ce serait plus économique, et aussi parce que ce serait l'occasion de présenter une nouvelle tête au public des fans de série B qui consomment du Millennium. Donc ils ont été prendre Mathilda Lutz, que tu aimes bien, et elle a pris 13 kilos de muscle pour le rôle apparemment. Mazette, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, voilou. Tu me posais la question avant ce podcast, est-ce que ça va être bien Red Sonja? Moi j'ai envie de te répondre que ça peut être une série B sincère, ce qui est déjà pas mal. J'adhère pas à tout ce que dit Bassett dans son dossier, et même je pense qu'elle a une vision de l'identité de genre qui est biaisée parce qu'elle-même est dans un statut très particulier, très privilégié, enfin pas privilégié justement, mais très particulier, qui à mon avis il a pas envie d'aller là où on l'attendrait. C'est ce qu'elle dit quand le journaliste lui dit c'est quand même curieux de faire une histoire sur un personnage féminin aussi fort et avec une telle histoire sans aller vers un propos sur la féminité, et elle dit effectivement c'est très curieux. Elle dit je l'admets, il y a un problème dans l'énoncé aussi. Voilà. Donc on pourra voir ce que ça donne en tout cas. Beaucoup jouent. Je sais pas quoi en attendre très honnêtement en fait. Chaque année on a le Hellboy, le Conan le barbare de Millennium aussi avec Momoa, rappelle-toi. Le Morbius. Morbius. J'espère que ce sera pas un Morbius. J'espère que ce sera plutôt un Hellboy, tu vois, pour le coup. Juste avec Mathilda Lutz, ça devrait le faire quand même, quoi. Ouais. C'est totalement objectif. Son précédent film dans Revenge, elle fait que déboîter les gueules des mecs qui l'ont agressé. Donc bon, là, t'enlèves le côté agression, mais finalement, en fait, elle va refaire ce qu'elle sait faire, quoi. Dans le film précédent d'MJ Bassett, t'as aide-moi, Transformers, Megan Fox, voilà. Megan Fox qui va chasser du braconnier en Afrique et qui pète des gueules, et voilà, c'est très premier degré, pour le coup. Mais si elle part dans ce propos-là, ça peut être très très bien. Ça peut être très bien, ça peut être bien. Ça peut être sympa. Eh bien, on verra. Ça peut être un film. De toute façon, on en parlera quand le film sortira. Corentin, et c'est le premier visuel quand même. Et c'est là-dessus, hein. Vivement premier visuel, ouais, c'est clair. Pour l'instant, on n'a toujours rien vu, quoi. Si, juste de dos, là, une photo. Oui, mais on n'a toujours rien vu, du coup. Mais on n'a pas vu grand-chose encore pour le moment, c'est vrai. Mais Corentin, on va s'arrêter là pour ce podcast du jour. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets abordés, et particulièrement la blague de la grosse mythe. On espère que l'émission vous plaît. Et on vous rappelle que, en plus du Tipeee, vous pouvez partager les podcasts, commenter, les poster sur les réseaux sociaux et mettre des petites étoiles sur les applications d'écoute de podcast pour nous soutenir, et on espère que ça vous a plu, et donc on vous dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut.